à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Sophie Taillé-Polian, bienvenue. Vous êtes sénatrice génération du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste et républicain. On va vous demander de réagir à différents sujets et notamment, vous n'y échapperez pas, à la crise du coronavirus qui met le pays et la planète en très grande difficulté. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard, aujourd'hui. Et oui, Rebecca, et on parlera de la propagation du virus dans le département de l'Oise avec le sénateur Les Républicains Jérôme Bacher. Le département de l'Oise qui en réalité vit déjà les mesures de confinement renforcées qui correspondent au stade 3 de l'épidémie. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire avec nous aujourd'hui. Fanny Conqui, bienvenue Fanny. Bonsoir. Les procurations potentiellement confiées au directeur d'EHPAD à cause du coronavirus, eh bien ça pose question. Oui, en fait, c'est un problème de rédaction de cette circulaire. Il y a une virgule qui change tout le sens du texte, vous allez le voir. Et on verra ce détail avec vous. Bruno Fuligny est aussi avec nous, bienvenue. Bruno, historien, vous collaborez à la revue L'Hémicycle, vous publiez Les rois fous de l'histoire. Le coronavirus vous a, vous aussi, inspiré et vous vous êtes plongé dans l'histoire des épidémies. Oui, il y a un siècle, le monde était ravagé par la plus grande pandémie de l'histoire, la grippe espagnole. Était-elle vraiment espagnole? On va en parler. Le détail avec vous. Quentin Calmet est aussi avec nous ce soir. Il fait partie de ce club. Bienvenue Quentin. Bonsoir, des Rebecca. auditions au Sénat sur les conditions de privatisation des autoroutes. Il y a une commission d'enquête, rappelons-le. Voilà, et les sénateurs accélèrent dans leurs travaux de cette commission d'enquête sur les privatisations des autoroutes. Ouais. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. Nous revenons donc ce soir sur le sujet qui met la France, l'Europe et le monde dans une situation inédite. Le coronavirus, on a quand même du mal à y voir clair. On nous dit pas de panique et dans le même temps on annule tout. On nous annonce une intervention présidentielle pour demain 20h. Pas de polémique inutile ce soir, mais des questions tout de même. Si 98% des malades guérissent, pourquoi une telle mobilisation? La gestion au cas par cas et jour après jour est-elle la bonne? Hashtag LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. D'abord, voyons comment l'Europe gère la crise. C'est avec Fabien Recker. La réunion s'est tenue par visioconférence. À l'issue de son entrevue avec les chefs d'État des 27, la présidente de la Commission annonçait hier un fonds d'investissement européen de 25 milliards d'euros pour faire face au coronavirus. Pour y parvenir, je vais proposer au Conseil et au Parlement cette semaine de débloquer 7,5 milliards d'euros de liquidités. Je vais mettre en place une task force qui travaillera avec les États membres pour s'assurer que l'argent commence à circuler dès les prochaines semaines. Des moyens destinés au système de santé des 27, aux PME et en soutien au marché du travail. Face au risque de crise économique, les regards se tournent aussi vers la Banque centrale européenne, appelée à faciliter les crédits aux entreprises par l'intermédiaire des banques. Une politique de relance à l'échelle européenne qui impliquera d'être moins regardant en matière de rigueur budgétaire. Il y aura une certaine souplesse qui sera faite, notamment déjà, ça a été annoncé pour l'Italie, puisque des mesures exceptionnelles peuvent en effet gréver le budget et donc les résultats, qui sont donc liés à faire face à une situation pour laquelle il aurait été criminel de ne pas répondre vis-à-vis des citoyens. Fait rare, la chancelière Angela Merkel annonçait cet après-midi à Berlin être prête à renoncer temporairement à la sacro-sainte règle du zéro déficit budgétaire en Allemagne, face à ce qu'elle a qualifié de situation extraordinaire. Allons plus loin donc avec vous, Sophie Taillé-Polian, sénatrice génération du Val-de-Marne. L'OMS nous annonce ce soir que le Covid-19 est désormais donc une pandémie. Elle emploie le mot de pandémie. L'Europe qui se mobilise pour cette pandémie, donc, vous dites bravo? Je dis, c'est bien que l'Europe se mobilise et enfin qu'on voit des mesures de mise en commun, d'échange d'informations, etc. Seulement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même, il s'agit quand même de fonds qui sont en fait déjà attribués aux États, qui seront mobilisés pour aider les économies de ces pays, mais ce ne sont pas des fonds supplémentaires. Donc, je trouve que là, l'Europe est en deçà de ce qu'il faudrait. Ça, c'est une certitude.
aider l'économie, oui, mais aider aussi les personnes en précarité, aider les systèmes hospitaliers, les systèmes de soins des pays, ça me semble aussi extrêmement important pour faire face à cette crise. Enfin, j'entends que Mme Merkel consentirait à faire en sorte que les règles de l'Europe soient un peu plus assouplies. Écoutez, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais je pense que autant face à cette crise qui est une crise réelle, c'est une bonne chose, mais il y a aussi d'autres crises comme la crise climatique qui devraient aussi faire réfléchir sur l'application de règles budgétaires extrêmement strictes, alors même que des accompagnements et des investissements très lourds. Donc je pense qu'il faut sortir, et peut-être si cette crise sanitaire peut aider l'Europe à sortir d'un certain dogmatisme budgétaire qui nuit en fait de répondre aux urgences qui sont multiples dans nos sociétés aujourd'hui, ce serait un mal pour un bien. En tout cas, voilà, la mobilisation est là, à mon sens insuffisante, mais prenons-le déjà comme cela. Sophie Taillé-Polian, le coronavirus pose d'autres questions. On va continuer, c'est l'heure du club. Et Fanny Conqui, on commence avec vous. Encore une circulaire Castaner qui fait débat. Oui, alors on rappelle le contexte avec les élections municipales qui approchent et le coronavirus qui se répand. Eh bien, il y a une crainte qu'il y ait une très forte abstention dimanche. D'une part, des électeurs qui ne se déplaceraient pas de peur de contracter le coronavirus et d'autre part, de certains électeurs qui seraient confinés et ne pourraient donc pas se rendre aux urnes. Pour répondre à cette problématique, on en parlait dès hier sur notre plateau, le ministère de l'Intérieur souhaite favoriser le recours aux procurations. Dans ce sens, une circulaire a été envoyée au préfet lundi, une circulaire qui souhaite permettre notamment aux directeurs d'EHPAD de pouvoir collecter les procurations des personnes âgées. Objectif, limiter l'abstention, mais aussi limiter la propagation du virus aux personnes âgées qui sont, on le sait, fragiles. Regardez ce que dit le texte envoyé au préfet. Une telle désignation permet d'éviter d'augmenter le risque d'introduction du Covid-19 au sein des établissements en recourant à des personnes qui y travaillent déjà. On rappelle qu'en France, près de 600 000 personnes vivent dans des EHPAD et il y a en France 7200 EHPAD. Ça concerne donc beaucoup de monde. Et il y a donc une association qui s'est élevée contre cette circulaire. Oui, c'est l'Association de défense des libertés constitutionnelles. C'est une association qui a été créée en 2017 par des juristes qui veulent défendre les libertés fondamentales. Ils ont déposé un recours contre ce texte devant le Conseil d'État. Selon eux, ce texte pose problème dans sa rédaction. Car selon le code électoral, pour recueillir des procurations, un officier de police judiciaire, un OPJ, peut désigner un délégué, mais ce délégué doit être agréé par un juge. Or, regardez le texte envoyé au préfet. Regardez, attention, c'est une question de détail. S'agissant des hébergements collectifs, la désignation de leur directeur ou d'un agent désigné par l'OPJ et le juge comme délégué afin de recevoir les demandes de procuration des personnes qui sont hébergées dans leur établissement est recommandé. Mais regardez, tout est une question de détail. Cette virgule qui est en rouge, vous allez voir après le mot directeur, c'est elle qui change tout. La désignation de leur directeur, virgule, ou d'un agent désigné par l'OPJ et le juge. Cette virgule implique que le directeur, lui, ne serait pas obligatoirement désigné par un OPJ et un juge. Et c'est ça qui pose question à cette association. Écoutez, maître Jean-Baptiste Touffron, avocat, membre de l'association. Dans cette circulaire, le ministère prend des libertés avec la manière dont est rédigé le code électoral et propose des choses qui ont été rédigées visiblement à la va-vite, ce qui fait qu'elle peut prêter à confusion et aboutir à des situations où les procurations qui seraient émises par les personnes âgées seraient nulles ou même éventuellement les responsabilités des personnes qui ont recueilli ces procurations pourraient être engagées. Le texte a été mal rédigé par le ministère, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont eux-mêmes reconnu en audience devant le Conseil d'État. Ils ont depuis fait diffuser des mails d'explications sur la manière dont on doit interpréter le texte, etc. Et rappeler que de toute façon, il faut en revenir au code électoral si on a un problème. Alors du coup, quelles sont les options du Conseil d'État, Fanny? Alors on l'a vu, le ministère de l'Intérieur plaide une simple erreur de rédaction. Il voulait simplement reprendre le code électoral, mais cette erreur de virgule change quand même tout le sens du texte et cela pourrait avoir des conséquences. On l'a vu, ça pourrait d'abord invalider le vote de ces personnes âgées qui auraient recours aux procurations auprès des directeurs d'EHPAD, mais aussi si le juge ne donne plus d'agrément, eh bien ça pourrait ouvrir la voie à des dérives sur ces procurations, sur leur validité, sur les intentions de ceux qui les recueillent. Alors quelles sont donc maintenant les options du Conseil d'État? Je vous propose à nouveau d'écouter Maître Souffron. Ce qui est demandé au Conseil d'État, c'est soit de la suspendre et d'en revenir au code électoral, ce qui est une possibilité qui est parfaitement acceptable, soit d'expliquer comment il faut la lire et à ce moment-là de donner une large publicité à la manière dont on doit la lire.
C'est ce qui est aujourd'hui demandé au Conseil d'État. Alors, expliquer comment on doit la lire, ça veut dire expliquer clairement que les directeurs d'établissements, les directeurs d'EHPAD doivent eux aussi être agréés par un juge. Sophie Taillé-Polian, on l'a vu, cette circulaire visait à essayer de réduire la potentielle abstention de dimanche et puis à limiter la propagation du virus. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que dimanche, il faut s'attendre à un taux d'abstention particulièrement élevé? Je pense qu'on ne peut pas écarter ce risque. Et qu'en cela, il est tout à fait correct de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Cela dit, il faut être quand même très attentif à la préservation de la légalité, des opérations de vote, des procurations. Il y a certains directeurs d'EHPAD qui peuvent être, je dirais, directement liés aux municipalités. Donc, bien entendu, il faut faire très attention, faciliter le vote pour les personnes fragiles et qui pourraient être en difficulté si elles contractent le virus, oui, mais prendre toutes les précautions utiles pour qu'il n'y ait pas de contestation et pour que les opérations de vote se déroulent correctement. Et plus Donc, général, ça me semble salvateur, ce qu'a fait cette association. On rappelle que le Conseil d'État doit statuer ce soir ou demain matin. Et on suivra ça de très près. Plus généralement, vu les conditions dans lesquelles se déroulent ces campagnes municipales, localement, est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il aurait fallu peut-être les reporter? Non, je ne crois pas, parce que c'est un temps très important de la démocratie et les dynamiques locales sont longues à mettre en place. Les campagnes ne se limitent pas aux 15 jours de la campagne officielle. Donc je crois que nous n'en sommes pas là. Je crois qu'il faut effectivement rappeler à tous et à chacun que les gestes barrières sont très importants, qu'il faut mieux venir avec peut-être son bulletin de vote, avec son stylo pour pouvoir voter. Voilà, multiplier les gestes de sécurité. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il aurait fallu... parce qu'il aurait fallu recommencer le processus électoral depuis le début. Et retrouver de nouveaux financements. Enfin, on imagine que ce sont des cas très concrets. Et dans chacune de nos communes, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de matériel, de temps et d'argent déployé. Et je pense que ce serait vraiment un immense gâchis. Et d'un mot, Emmanuel Macron prend la parole demain à 20h. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention présidentielle, vous ? Écoutez, je ne peux qu'il pas rassure, présager. Je pense qu'il faut qu'on assiste à une mobilisation. Moi, ce que j'attendrais, c'est qu'il renforce les moyens de l'hôpital, par exemple. Il y a une crise dans l'hôpital depuis un an auquel visiblement le gouvernement n'a pas su répondre, puisque cette crise est toujours là, qu'on voit que lorsqu'il a visité un hôpital il y a une dizaine de jours, il a été interpellé à nouveau. On voit dans les hôpitaux beaucoup d'inquiétudes. Par contre, les soignants sont là, mobilisés. Je pense que, par exemple, le fait de dire on vous a entendu et on voit bien que face à une épidémie pandémie qui arrive et maintenant pandémie, peut-être nos hôpitaux, enfin certainement d'ailleurs, nos hôpitaux publics ne sont pas en situation de gérer les choses posément, tranquillement, sereinement, parce qu'ils sont en fait en alerte permanente et en difficulté pour le fonctionnement quotidien en permanence. Donc par exemple, ce qu'on pourrait attendre, c'est le fait de dire bon voilà, on va vraiment mettre en place, débloquer des crédits, mettre en place un plan d'urgence et un plan d'accompagnement dans la durée pour que la santé publique, l'accès aux soins, puisse être garanti en des moments de crise et à tout instant dans notre pays. Bruno Fulini, historien, vous collaborez à la revue L'Hémicycle. On va continuer avec vous. Je le rappelle, vous publiez Les Rois fous de l'histoire. Et alors vous allez nous ramener carrément en 1918, c'est ça ? C'est ça, à partir de 1918, donc nous sommes dans un monde qui déjà a été ravagé par la Première Guerre mondiale et comme si ça ne suffisait pas, un second fléau arrive, sanitaire celui-là, et un fléau d'ailleurs dont la propagation est facilitée par l'affaiblissement, par la guerre des populations. Et ce fléau, on va l'appeler la grippe espagnole. Les historiens aujourd'hui préfèrent dire la grippe de 1918, parce que espagnole, elle ne l'était pas vraiment. En fait, à l'époque, les pays qui étaient en guerre, évidemment, avaient une forte censure sur la presse. Et dans la plupart des grands pays, après tous les fléaux endurés par les populations, on n'a pas voulu les alerter sur, en plus, ces malades qu'on constatait partout. L'Espagne, elle, était neutre, et donc l'Espagne a laissé paraître des articles faisant état d'une épidémie. Du coup, les Espagnols sont passés pour le foyer, en quelque sorte, de la maladie. Mais pas du tout. Rétrospectivement, on a compris que la maladie venait
de Chine. Elle venait de Chine, et puis il se trouve qu'en Europe, on avait fait venir des travailleurs chinois pour remplacer les combattants qui, eux, étaient au front. Ces travailleurs chinois étaient en contact avec des soldats britanniques, des soldats américains, qui ont eux-mêmes ramené le virus chez eux. Bref, ce fut bientôt une pandémie qui a conquis le monde entier, et cette pandémie s'est révélée particulièrement meurtrière et atroce. C'est pas que la grippe tuait elle-même, mais elle avait des manifestations telles que les veines en particulier, les organes gonflaient et les gens mouraient, le visage bleu. Enfin, ça a été particulièrement atroce. Pour les États-Unis, qui ont été les premiers touchés quantitativement, c'est 550 000 morts et sans doute 450 000 pour la France. Une pandémie sans précédent. Est-ce qu'on peut comparer grippe espagnole et coronavirus? Alors j'espère que non. On voit bien les points de ressemblance. La nature grippale de la maladie, l'origine chinoise, la propagation assez rapide, le port de masque aussi, qui était recommandé déjà il y a un siècle et qui est même devenu obligatoire dans certains États des États-Unis. Mais attention aux proportions. Cette grippe espagnole, cette grippe de 1918... elle a fait, selon les historiens les plus optimistes, 50 millions de morts. Et peut-être même 100 millions, parce qu'il n'y avait pas vraiment de statistiques dans certaines colonies ou dans certains pays comme la Russie qui était agitée par la Révolution. 100 millions de morts, ça veut dire en fait que cette grippe a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale elle-même. Et parmi ces victimes, eh bien, il y a eu un parlementaire, et puis il y a eu aussi quelques génies des lettres. La grippe espagnole nous a enlevé Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand et Franz Kafka. Et on espère qu'il n'y a pas trop de ressemblance. Cela dit, l'OMS nous dit parle ce soir de niveau alarmant de propagation et d'inaction également. Est-ce que ça vous interroge sur la façon dont la France gère ce coronavirus comparativement à d'autres pays d'Europe et du monde où on confine peut-être un peu plus, où on prend des mesures beaucoup plus fortes, drastiques même, peut-on dire? Je ne suis pas une spécialiste de santé publique, d'épidémiologie. Par contre, moi, ce sur quoi je m'interroge très fortement, c'est l'organisation économique de nos pays. Notamment l'accès aux médicaments, notamment l'interrogation, ne devrions-nous pas relocaliser un certain nombre de productions? Je pense aux médicaments, je pense aussi à la question alimentaire. Toutes ces questions devront être posées, et aussi aux origines de l'épidémie, ce que l'on entend régulièrement de la part de scientifiques. Oui. C'est quand même aussi une situation particulière au regard de l'environnement, de la déforestation notamment, qui visiblement est une cause majeure. Donc toutes ces questions-là, il faut vraiment se les poser pour faire en sorte que, à la fois dans ses conséquences et dans ses causes, nous puissions apporter les bonnes réponses. Oui, qu'on tire de bons enseignements. Oui, Quentin? Mais on le voit, il y a 100 ans, l'économie était moins mondialisée. On entend la gauche dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi le tribunal de la mondialisation à faire avec cette épidémie de coronavirus? En 100 ans, voilà, on voit qu'il y avait déjà des épidémies comme ça. Donc, est-ce que c'est pas un faux procès qu'on fait à la mondialisation? Alors, c'est pas le sujet de se dire comment les choses se propagent. La grande peste de 1348, si ma mémoire est exacte, arrive aussi dans un bateau. On n'était pas dans le même niveau de mondialisation. Non, c'est juste que si un pays est bloqué parce qu'il y a ce type de virus et parce qu'il y a notamment la déforestation, etc., que ce genre de choses arrive de plus en plus souvent. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent, et par ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas intelligent aussi parce que les transports énormes de marchandises provoquent des émissions de gaz à effet de serre, de repenser à une relocalisation pour être sur des espaces géographiques cohérents, plus autonomes, tout simplement. Et avec des conséquences économiques moins lourdes. C'est cette question-là de l'autonomie et de retour à la maîtrise de ce que nous mangeons et de l'accès aux biens de consommation et notamment aux médicaments les plus importants que cette crise doit nous poser. Et Quentin Calmet, vous avez bien fait de prendre la parole, c'est votre tour, mais pas de chronique sur le coronavirus ce soir. J'y ai échappé, moi, ce soir. Vous y avez échappé ce soir, mais attendez, ça va venir. Vous revenez sur des auditions au Sénat, on enquête sur les privatisations d'autoroutes. Voilà, ce sont des auditions que vous avez pu suivre sur l'antenne de Public Sénat cet après-midi. Pour rappel, le Sénat a créé il y a un mois une commission d'enquête sur la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Pour rappel encore, ces privatisations
concessions autoroutes ont été décidées en 2006 pour 15 milliards d'euros. Et le constat qu'on a pu lire l'an dernier dans un rapport, je voulais vous le remontrer, c'est qu'aujourd'hui les sociétés d'autoroutes françaises, elles se portent très bien, disait un rapport l'an dernier donc, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 8 milliards d'euros, un chiffre en augmentation de 42,3% entre 2009 et 2016. Dans le même temps, les tarifs des péages ont augmenté de 20% en 10 ans, soit près du double de l'inflation sur la période. Et donc, deux questions se posent face à ce constat, et en particulier après la crise des Gilets jaunes. Que s'est-il passé depuis 2006? L'État a-t-il suffisamment encadré ces privatisations? Et comment améliorer ces accords qui lient l'État et les sociétés autoroutières, puisque les premières concessions se terminent en 2031 et que donc il va être question de les renégocier. Alors, on commence par ce qui s'est passé. C'est un des enjeux de la commission d'enquête sénatoriale. Oui, attention, c'est un sujet sensible. On parle de dossiers qui brassent des milliards d'euros, avec des négociations très âpres, avec des négociations très techniques. Les sénateurs n'enquêtent que depuis un mois. Ils sont donc extrêmement prudents. Ils pèsent leurs mots. On les a rencontrés et ils pèsent leurs mots lorsqu'on les interroge. Mais déjà, il y a une crise qui les interroge. C'est celle de 2015. Ségolène Royal décide le gel des tarifs autoroutiers. Et comme vous voyez dans cet article qui date du 16 décembre 2014, à ce moment-là, un protocole d'accord va être scellé en secret. Pas de hausse tarifaire jusqu'en 2018, puis des rattrapages. Écoutez Olivier Jacquin, l'un des sénateurs membres de la commission d'enquête. On lui a tendu un micro tout à l'heure avec Jérôme Rabier. Moi, je suis agriculteur, je suis parlementaire. Quand je lis ce contrat, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà, alors on en est au début et on va gratter. On est tous très motivés parce qu'on sent qu'il y a un sujet où la victime, c'est l'usager et ça va pas bien. Et les accords négociés de 2015 sont particulièrement scrutés, c'est ça? Voilà, ces accords prévoyaient des hausses des prix des péages jusqu'en 2023. Cet arrangement avait été signé par les ministres Emmanuel Macron et Ségolène Royal afin de calmer la gronde des sociétés d'autoroutes mécontentes du gel des tarifs des péages qui avait donc été décidé en 2015. Et en échange, ces entreprises, elles s'engageaient également à investir un plan de 3,2 milliards d'euros. Écoutez Vincent Delahaye, le rapporteur de cette commission d'enquête. On a un contrat de départ avec une privatisation en 2006 et puis ensuite il y a eu des avenants qui sont intervenus au fur et à mesure du temps et puis un protocole en 2015 un peu plus important et ces avenants comme ce protocole on nous dit qu'ils sont équilibrés entre ce qui est mis à la charge des sociétés concessionnaires, c'est-à-dire souvent des travaux, et puis ce qu'il y a en face, c'est-à-dire soit l'allongement de la concession, de la durée de la concession, soit des augmentations de tarifs. On nous dit tout ça c'est équilibré, donc c'est intéressant de voir si effectivement c'est bien équilibré, si ça a été bien contrôlé par les services de l'État et au bout du compte si l'usager s'y est retrouvé. Alors, vous l'avez dit, Quentin, le Sénat s'est déjà penché sur ces questions par le passé. Il y avait eu un rapport après la crise de 2015. Il y a un poids des sociétés concessionnaires qui est très fort. Il y a des relais au sommet de l'État? C'est la thèse des sénateurs, notamment sur les bancs de la gauche. Vous allez pouvoir réagir à Sophie Taillé-Polian, mais on l'a vu au moment de l'audition de Bruno Angle. Qui est Bruno Angle? Il est auditionné au Sénat aujourd'hui. C'est un ancien haut fonctionnaire qui a travaillé dans les cabinets ministériels avant de démissionner de la fonction publique. C'est lui qui a négocié en 2015 au nom des sociétés autoroutières. Les sénateurs n'ont pas manqué d'y voir une forme de pantouflage. Écoutez à nouveau Olivier Jacquin sur cette question. Un haut fonctionnaire qui fait son parcours dans la fonction publique, puis tombe dans un cabinet ministériel, le voilà ensuite bombardé président des autoroutes du Mont Blanc, et puis là, hop, carrière dans le privé. Et jusqu'à maintenant, il est dans notamment des grands fonds financiers qui s'intéressent à nos biens communs. De ce point de vue-là, il était vraiment une caricature de ce que l'on imagine comme relation complexe entre la haute fonction publique puis les grandes sociétés autoroutières. Et donc, on le voit, à l'époque, c'était Alexis Kohler et Elisabeth Borne qui étaient directeurs et directrices de cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et de Ségolène Royal, ministre de la transition écologique. À ce titre, ils ont négocié au nom du gouvernement avec Bruno Angle, dont on vient d'évoquer le profil. Elisabeth Borne, elle sera sans doute auditionnée sous serment à la fin des travaux de cette commission d'enquête, dont on attend déjà, on imagine vous aussi, Sophie Taillé-Polian, les conclusions avec impatience. Mais on le voit déjà, il y a cette question sur le pantouflage de ce personnage. Est-ce que vous aussi vous interroge son profil? Bien sûr que ça interroge quand des gens ont eu des responsabilités au plus haut sommet de l'État, donc censés garantir l'intérêt général, et qui après, sans presque aucune transition, sont au service d'un intérêt privé. Et comment on peut assurer qu'il n'y a pas de brouillage?
Alors, on nous dit qu'il y a des commissions de déontologie, on sait très bien qu'elles sont insuffisantes, voire que leurs avis ne sont pas suivis des faits, ou en tout cas pas surveillés dans le temps. Donc tout cela, il est évident, doit cesser. Il y a un certain nombre il y a une commission également d'enquête qui avait eu lieu au Sénat sous l'impulsion de M. Colombel et à laquelle j'avais l'honneur de participer. Et c'est vrai que toutes ces questions se posent, et singulièrement sur les autoroutes, où on voit quand même des bénéfices extraordinaires, des chiffres d'affaires mirifiques, et une incapacité. En fait, l'État saute le pouvoir soit d'agir sur le pouvoir d'achat des gens quand c'est nécessaire, soit de décider des investissements, et puis on crée aussi des systèmes où finalement la rentabilité de la route crée le besoin de la route aussi. Donc on a la même chose sur l'aéroport de Paris. Oui, c'est ce que on a la question que la pétition s'arrête demain. Bon, oui, c'est un échec, elle est à un peu plus d'1 million de signatures. Non, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas les 4,7 millions qu'il fallait pour organiser ce référendum. Il y a eu cette phrase de Sibeth Ndiaye tout à l'heure qui vous a peut-être interpellé. La privatisation d'ADP est exclue dans l'immédiat dans ce contexte de coronavirus. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Écoutez, moi j'en déduis que pour l'instant, je suis contente de voir qu'Aéroport de Paris ne sera pas privatisé. Cela dit, c'est pas pour les bonnes raisons. Il y a 2 bonnes raisons. D'abord, les citoyens ont exprimé très largement, parce que plus d'1 million de personnes qui ont quand même sans aucune information publique, avec un certain nombre de difficultés pour accéder au site, etc., se sont quand même mobilisés, ont laissé leur nom, leurs coordonnées, leur identité. Il n'y a pas de vote secret là-dedans. Il n'y a pas l'anonymat de la prise de position. Je veux un référendum ou j'en veux pas. Il faut quand même avoir conscience de ça. Donc il y a quand même plus d'1 million de personnes qui se sont mobilisées pour ça. Donc la bonne réponse, ce serait de dire, voilà, il y a manifestement une volonté populaire qui s'est exprimée. Soit on arrête carrément le projet, soit on va au référendum, ou alors d'entendre les arguments, justement, de garder la maîtrise des infrastructures, surtout dans le domaine du transport, où on le sait, on aura des décisions à prendre qui ne seront pas forcément en faveur, avec l'idée en tête de la rentabilité, mais peut-être l'idée en tête de l'urgence climatique. Et pour cela, il faudrait garder la mainmise de l'État et de l'intérêt général. Et Sophie Taillé-Polian, on continue, c'est l'heure de Ça se passe chez vous.